Bonsoir à tous, je suis Cédric Chabon, votre hôte. Bienvenue dans le podcast The Sustainable Horizons. Alors ce soir, on est avec un illustre personnage, une personne, on peut dire une personne morale, parce qu'il représente une institution. Il accompagne la jeunesse et il accompagne pas que la jeunesse, mais le métier vers une évolution assez conséquente. Il le fait dans le monde, il le fait en Afrique, il le fait particulièrement au Tchad, mais en tant qu'Amonais, je pense que c'est toute la sous-région qui profitera d'ordres forts, d'institutions fortes et bien encadrées, parce que l'architecture, c'est un droit humain et tout le monde a droit à l'architecture. Alors, monsieur, je vous demande de vous présenter exhaustivement pour ceux qui ne vous connaissent pas. Merci Cédric, ravi d'être à Yaoundé. On est venu avec une délégation des architectes tchadiens pour assister à l'Assemblée générale de la Fédération des architectes francophones d'Afrique. Je me nomme M. Senoussi, Ahmad Senoussi, architecte urbaniste, président de l'Ordre national des architectes du Tchad, cofondateur et associé du cabinet architectural depuis 2004, donc ça fait 20 ans, et également promoteur de la ferme Premium qui fait de l'agriculture fruitière, avec aussi l'approche d'innovation, la gestion de l'eau avec l'irrigation goutte à goutte, pour vulgariser ces concepts avec des ruches, avec une intégration, je peux dire, de faire la traçabilité de ce qu'on mange. Donc on contribue à l'agriculture urbaine et ainsi on essaie de créer de l'architecture à l'agriculture pour permettre vraiment à nos villes d'en profiter le maximum. Voilà, ça ouvre des horizons parce que on s'attendait à parler uniquement d'architecture, mais quand vous parlez d'agriculture urbaine et du contrôle de ce qu'on mange, je pense qu'en tant qu'architecte, déjà, vous avez la capacité d'orchestration et la capacité de compréhension des systèmes. Qu'est-ce qui vous pousse à vous intéresser à des problématiques comme celle-là, l'agriculture urbaine, l'élevage contrôlé, au-delà du fait que c'est des opportunités économiques, qu'est-ce qui vous mène vers là? On constate qu'au niveau de la démographie dans toutes nos villes, ceux qui ont vécu dans les villes africaines de 10 à 20 ans, vous vous rendez compte que l'espace que vous l'utilisez comme périphérique, ça devient, le centre ne fait qu'augmenter des rayons. Et une grande partie, comme notre pays enclavé, on ne fait qu'importer alors qu'on a des terres fertiles. Tout ce qui peut pousser, mais comme vous savez, vous n'avez pas d'espèces végétales, vous n'avez pas de pépinières, et donc vous n'avez pas la matière première. Et donc quand on n'a pas le premier pas, c'est comme ça qu'au même moment on part au salon d'architecture. Je me suis permis d'aller au salon d'agriculture à Paris, d'aller à Murcia en Espagne, pour voir comment l'Espagne nourrit l'Europe. Et j'ai un ami architecte également, Amadou Sidibé, qui est au Mali, qui est le premier pionnier dans le domaine des serres. Je suis allé également visiter. Et donc à partir de là, je me suis dit, on peut faire du miracle, on peut apporter quelque chose. Et on se rend compte que vraiment le potentiel, c'est à nous de le pousser le maximum. Donc je produis des mandarines, je produis des citrons, je produis des pamplemousses, des oranges dans le milieu sahélien. Et ce qui est bien, on évite le maximum de pesticides. Par exemple, la Darishka indica, qui est l'arbre lénimier, on appelle arbre centenaire, on l'utilise comme insecticide naturel et également au niveau du compost. Et donc vous avez quelques poules qui permettent de donner des fientes et on l'utilise au niveau du compost. Ça devient vraiment de l'engrais naturel. Et le cycle est bouclé. Et donc, on se rend compte qu'il faut polliniser les arbres. Et donc, il faut avoir les abeilles. Et les abeilles, on se rend compte, en pleine ville, il y a tellement des abeilles parce que dès que vous avez des arbres et vous avez l'eau, la pollinisation continue à faire son travail. Mais malheureusement, dans nos villes, au niveau des mairies, ils ne sont pas formés pour ça. Dès que vous déclarez que vous avez des problèmes avec les abeilles, ils viennent avec les insecticides. Et donc, c'est la deuxième étape qu'on va essayer de faire tout. L'abeille, c'est vraiment... je peux dire l'ami de l'homme comme le chien qui est l'ami de l'homme. Sans les abeilles, on n'aura pas la production parce que c'est eux qui font la pollinisation naturelle qui nous permet d'avoir tout ce qui est fruitier. Et cette approche de l'architecture à l'agriculture, c'est quelque chose que je le trouve vraiment naturel parce que quand on construit quelque chose, il faut de la végétation. Et on s'est dit, au lieu d'avoir des
de l'ombragé en ville, c'est mieux d'avoir des fruitiers ombragés et qui vous donnent des fruits. C'est ça, l'architecte. Je vois, en fait, quand l'architecte intègre une réflexion, il amène à bout parce que c'est le roi de l'optimisation. Vous parlez de l'abeille, c'est véritablement l'habit de l'homme. Mais comment vous allez réussir à intégrer l'abeille dans la ville, sachant déjà, que les personnes ne sont pas averties, que ça peut poser, même psychologiquement, un danger. Comment est-ce que vous réussissez à réconcilier ces deux écosystèmes-là? Je le considère que, comme vous le savez déjà, je prends l'exemple de notre capitale qui est un pays sahélien. Il fait tellement chaud. Et les arbres ombragés qui sont là, dès qu'il y a l'eau, directement vous allez voir l'abeille continuer à se produire. Et donc, il reste seulement décanalisé. Il existe, il est là. Et souvent, les abeilles dérangent très peu, malgré que c'est les abeilles, entre guillemets, noires d'espèces africaines, qui sont beaucoup agressives si on les provoque. Mais ils sont dans leur environnement. Une ruche d'abeilles, c'est 40 000 abeilles, dont la reine qui fait 4 ans. Et les ouvrières, avec tout ce qui reste, ça permet de polliniser et de produire le miel, et qui permet de dire aussi que l'environnement est sain. Parce que, comme vous savez, avec assez d'insecticides, assez de pollution, les abeilles disparaissent. Et même la présence d'abeilles, c'est une présence de vie saine. Donc aussi, dans une plantation, une ferme que vous trouvez plusieurs riches, c'est pour vous dire que c'est vraiment c'est l'un des meilleurs endroits où il y a les fruits qu'il faut consommer même avec la peau. Parce qu'une grande partie de ce qui est importé, que je vois au Tchad ou bien même au Cameroun, ça vient de l'Afrique du Sud. Et on essaie de mettre un peu au niveau de tout ce qui est fruits, on essaie de leur intégrer un produit qui leur permet de ce que leur vie de produits, de ces fruits soit le plus possible, avant même d'utiliser l'insecticide. Et comme vous savez, souvent on utilise l'insecticide systémique qui prend minimum 2 semaines avant de le mettre en consommation pour éviter les insectes et tout. Et donc, à partir de là, on se rend compte qu'avec toutes ces terres arables qu'on a, avec une terre dormante, avec aussi une fertilité aussi importante, vraiment on peut contrôler ce qu'on consomme. Plus une population en bonne santé, plus elle sera active pour sa région, pour sa ville, et ainsi de suite, le cycle sera bouclé. Pensez-vous qu'on peut pratiquer de l'agriculture ou bien de l'archigriculture, si vous comprenez le concept, à grande échelle? Parce que moi, j'imagine un monde où la maison, dans ses différentes unités, permet de produire. On a souvent les vides sanitaires qui peuvent servir à la culture de champignons, d'escargots. On a les murs qui peuvent devenir des murs végétaux pour faire grandir des trucs comme des épinards, du haricot, bref, tout ce qui s'accroche. On a les toitures qui peuvent servir pour accueillir des légumes, des trucs un peu plus légers. On a les sols en général de la ville qui peuvent devenir des champs. Et puis, on a les arbres qui vont servir d'ombre et de production de fruits. Est-ce que ça peut permettre la reconstitution des services écosystémiques? Et est-ce que ce n'est pas là que l'architecte du 21e siècle, qui plus est en zone sahélienne, doit intervenir? Je me suis dit que l'approche que tu viens de dire, c'est une des meilleures pistes, parce que l'approche qu'on se rend compte déjà au niveau de la ville, quand on fait seulement sur Google Earth, vous allez se rendre compte qu'il y a bon nombre d'espaces qui sont vides et dormants. On peut obliger, ne serait-ce qu'au niveau de la mairie, si vous avez un foncier clôturé qui est de 1000 m², de 5000 m², 2000 m², il faut l'utiliser, l'exploiter au lieu qu'il le laisser. Si vous ne construisez pas, on peut à tout moment sortir des éléments qui permettent d'inciter à l'utilisation de la terre en milieu urbain. Ça, c'est un premier élément. Secondo, récemment, en venant, je me suis allé visiter une nièce qui est médecin, et ils ont un bâtiment R+1 au dernier niveau. Elle a fait l'aviculture. Et donc, elle a une couveuse et à peu près, elle a une centaine de poules. Et imaginez-vous actuellement avec l'espèce Brahma, un lot de 30 œufs, ça fait autour de 12 à 15 000 francs pour développer. C'est une nouvelle espèce qui se développe bien et qui donne beaucoup de poids et de chair. Et donc, si chaque espace qui se retrouve en milieu urbain est exploité, ça permet de nourrir la ville. Imaginez-vous les Chinois qui viennent chez nous, en plein chantier, ils font leurs légumes.
En plein chantier, ils élèvent leurs poules. Donc c'est une leçon pour nous, pour dire que si on utilise toutes ces niches, ça permet de créer des centaines d'emplois, on peut dire même des milliers d'emplois. Parce qu'en ville, il faut que la majorité de la population soit en bonne santé, qu'ils puissent avoir du loisir et produire. Mais comme vous savez, malheureusement, une petite portion produit et une grande masse qui est en attente, et finalement, c'est que la ville n'est pas équilibrée. Et pour équilibrer la ville, il faut qu'on exploite tout ce qu'on peut exploiter, et l'exploit ne peut venir que par l'homme. Donc il faut renforcer. Et secondo, on revient aussi à notre niveau en tant qu'architecte. On se rend compte qu'en Afrique, on fait 9 mois de cours au niveau de l'école secondaire et primaire. Les 3 mois, on laisse les enfants errer en plein air. C'est le meilleur moment de leur inculquer, parce que les enfants, ils s'amusent. En étant petit, on se rend compte qu'on élevait des pigeons, on élevait des poules. Et en élevant, en ayant certaines notions, à la fin, vous arrivez à avoir des revenus. Et donc, on se rend compte maintenant, dans bon nombre de villes, je peux dire intelligentes et une population participative, les enfants en milieu scolaire, durant les vacances, ils mettent le paquet, ils profitent. Et donc, tout le monde contribue. Et comme vous savez, la richesse ne peut venir que par la contribution de la masse. Tout à fait. En revenant même sur cette question d'enfants à l'école et tout, récemment, vous étiez dans un de nos stands où vous nous avez présenté l'observation que vous avez faite, que les enfants sont censés fréquenter. Mais peut-être du matin, peut-être jusqu'à midi, 13h et tout, ils sont libérés et ils se mettent à errer dans la ville, à apprendre des contre-valeurs. Parce que ce qu'ils ont appris à l'école, c'est plus ça qu'ils vont pratiquer. Étant donné même que les loisirs ne sont pas structurés, ne sont pas encadrés, et parfois quand c'est encadré, c'est coûteux, ils deviennent ce qui n'a pas été prévu. Ils deviennent, on va dire, des délinquants, des cas sociaux, etc., etc. Et ceux qui réussissent vraiment sont très peu nombreux. En tant qu'architecte, comment pensez-vous qu'on peut aborder ce genre de questions? Pour nous, c'est qu'au niveau de la ville, comme vous savez, on se retrouve souvent avec un couple actif. Donc la maman part au travail, le papa part au travail. Et quand on sort le matin, les enfants aussi partent à l'école, mais malheureusement, ils reviennent un peu plus tôt que nous. Ici encore, on revient dans l'après-midi, mais chez nous, c'est à partir de midi que les enfants sont déjà à la maison. L'enfant, à un certain niveau, il faut l'occuper. Plus vous l'occupez, il s'éduque et il évolue très bien. Mais plus vous le laissez le temps vide, il s'occupe autrement des éléments négatifs qui les tirent vers le bas. Et c'est comme ça qu'on n'a pas très peu d'excellence. Regardons les enfants coréens, les enfants japonais, comment ils font. À un certain niveau, les Chinois, ils sont concentrés à un seul enfant. Donc, toute l'énergie du couple, toute l'énergie des grands-parents, ils mettent sur l'enfant. Et c'est comme ça que maintenant, on a changé même de classe. Il y a plus de classes moyennes au niveau de la Chine. Et donc, on se retrouve avec un nombre, la pyramide élargie, et on s'occupe trop peu d'enfants. On les laisse à la merci de la masse, à la merci de l'influence. Et c'est comme ça qu'on se retrouve vraiment avec un programme non chargé. Et comme vous le savez, on attend beaucoup de l'État. L'État ne peut vraiment, malheureusement, ne peut pas faire grand-chose. Ça doit être aussi une contribution d'intellectuels, une contribution également de la société civile et des approches comme les kibbutz au niveau d'Israël, comment ils sont retrouvés. C'est des villages hermétiquement fermés pour contrôler les enfants, pour contrôler la famille, pour sortir des valeurs. Parce qu'actuellement, comme vous savez, il y a très peu de valeurs. Actuellement, vous avez 50 millions de francs CFA en dehors de la banque. Est-ce qu'il y a des individus que vous pouvez leur laisser, qui peuvent vous garder? 6 mois après, vous pouvez venir chercher. Impossible. Donc, c'est pour vous dire qu'on a perdu énormément de valeurs. Alors, architecturalement, comment vous abordez cette question? Quel type d'infrastructure peuvent aider? Nous, on s'est dit que première démarche d'abord, il faut développer les internats. C'est une des meilleures approches pour sortir l'excellence. Parce que l'internat, c'est qu'à partir du 6e, il faut interner les enfants et qui viennent durant si on peut considérer, durant le congé et après les vacances. Et donc, ça permet d'avoir des enfants de bonne conduite. Et donc, première chose, début de la semaine, il y a lever du drapeau. Donc, il y a l'hymne national, il y a le patriotisme qui s'installe.
et aussi en termes de réglementation et de respect des horaires. À partir de quelle heure il doit dormir, à partir de quelle heure il doit se réveiller, à partir de quel moment il doit manger. Et c'est comme ça qu'on se rend compte dans une grande partie de nos rendez-vous, de nos cérémonies administratives et même parfois familiales ou privées. Vous donnez à 7h30, c'est à partir de 8h30 que les choses démarrent. Donc pour nous, une heure et demie cumulée dans la vie, c'est beaucoup de jours et de mois. Et donc le laisser aller, l'approche d'internat, c'est de sortir l'excellence. C'est comme ça que vous voyez dans certains milieux, je prends exemple de la Corée, je prends exemple de la Côte d'Ivoire, ils développent des établissements d'excellence pour que le meilleur, on puisse les intégrer avec l'approche d'internat. On peut créer même des villes. Pour nous, c'est qu'on est en train de réfléchir pour mettre sur pied une unité de ville à la porte de la ville, dédiée un peu à cette approche et introduire tout ce qui est approche écologique, approche qui respecte l'environnement avec des énergies solaires, avec le recyclage des eaux de pluie, avec le compost et vivre sain. Ça deviendra vraiment que les enfants vont s'y retrouver en termes d'internat et aussi d'incubateur pour certains pour l'innovation. C'est très intéressant ce que vous dites. Ça sonnerait comme si vous décidez de faire de la politique et de l'aménagement, mais par contre, c'est de l'architecture. C'est de l'analyse et c'est de la proposition de solutions. Au-delà de cela, une fois de plus, vous parliez des réfugiés, de la question des réfugiés. Comment vous voyez la résolution de ce problème, sachant que il faut beaucoup d'infrastructures pour les accueillir et que le Tchad est entre plusieurs conflits, internes comme externes. Il faut accueillir des réfugiés, accueillir des déplacés du Cameroun, du Soudan, du Niger, etc. Comment vous voyez, comment est-ce que cette problématique peut être gérée infrastructurellement à partir du moment où les politiques se décident de l'accueillir? Et on sait que pour beaucoup, l'humanitaire, c'est un business. Tout d'abord, comme vous savez, nos pays n'ont que le choix d'ouvrir leurs portes aux voisins. Quand vous avez vraiment un voisin qui est en guerre, le minimum que vous pouvez faire, c'est pour leur dire venez. Même si, je prends l'exemple d'une ville à la porte du Soudan qui est Adré, la population se retrouve avec 40 000 personnes, mais ils ont reçu 500 000. Imaginez-vous seulement. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a même pas d'infrastructure d'accueil. Et au niveau entre guillemets, au niveau de l'architecture d'urgence, il y a très peu de propositions en termes d'habillage. Donc nous, on s'est dit que ce monde qui se déplace, qui vient, il y a aussi de bonnes ressources humaines qui peuvent aider le pays, aider le Tchad. Quand on fait un classement, vous avez des médecins, vous avez des enseignants, vous avez des ingénieurs agronomes, vous avez des ingénieurs en génie civil, vous avez des électriciens. Donc toutes ces compétences dans le domaine de la santé, de la pharmacie, toutes ces compétences, on peut les orienter vers les villes secondaires en attendant. Et maintenant, au niveau de leur famille, de repenser à les accueillir, pas seulement dans des démarches provisoires. Parce que je prends l'exemple d'expérience du Soudan, du Darfour à tout début. On avait accueilli les réfugiés, ça a mis 12-15 ans. Et finalement, après 12-15 ans, on crée des villes informelles sans se rendre compte. Quand quelqu'un reste 15 ans chez vous, c'est fini. 10-15 ans, c'est fini. Et donc, il y a aussi le mélange des mariages, ainsi de suite. Donc, pour nous, c'est que tout ce qui arrive comme malheur, il faut le voir du côté d'opportunité, en attendant que certains vont retourner d'eux-mêmes naturellement, en attendant l'arrêt des guerres. Et donc, c'est des approches qu'on a invité les collègues architectes pour repenser et qu'est-ce qu'on peut produire. Premièrement, pour nous, comme vous savez, quand ils arrivent, en termes de cuisson, il n'y a pas accès au niveau du gaz. Donc les gens commencent à couper les arbres pour utiliser comme charbon alors qu'on est un pays sahélien. Donc premièrement, il faut utiliser un concept de planter là où ils sont et chacun doit conserver et rémunérer et encourager ceux qui gardent leur plantation. Je prends un des meilleurs arbres qui, je le considère, qui donne du bois, c'est le paulownia, l'arbre le plus rapide au monde en développement, l'arbre le plus rapide au monde et qui a le meilleur bois. Et donc, c'est en faisant ces recherches qu'on s'est rendu compte que les Occidentaux le développent énormément. Ils ont aussi fait des espèces hybrides, et dont la Chine a l'espèce les plus développée. Et donc, en l'introduisant au niveau des zones de réfugiés, vous avez une végétation rapide, vous avez également de l'ombrage, et même s'il y a des tentes, ça puisse être protégé du vent et du soleil.
Et après, même si les gens partent, on laisse des semi-forêts. Et donc, c'est de nouveaux concepts qu'on est en train de développer et de chercher au niveau du HCR, parce que, comme vous savez, avec les urgences, les gens n'arrivent pas à proposer des approches continues et des approches dans la durée. Les réfugiés viennent, ils dégradent l'environnement et parfois, il y a même des problèmes d'interconnexion avec la population. Mais après 5-10 ans, qu'est-ce qu'on peut laisser? Et ça laisse beaucoup de séquelles. Mais je pense avec une approche d'intégration urbaine, avec une approche d'architecture projetée vers l'écologie, ça pourra être très intéressant. Tout à fait, tout à fait. Alors, vous êtes un pays membre de la FAFA, vous êtes là pour l'Assemblée générale de la FAFA, Fédération des architectes francophones d'Afrique. On sait que l'Afrique francophone est en retard par rapport aux autres pays, mais le retard, comme vous dites, ou les échecs parfois, ou la guerre, comme vous avez dit, sont des opportunités de bien commencer aussi. Quelles sont les perspectives? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi pensez-vous que la FAFA doit être entretenue? Tout d'abord, comme vous savez, c'est les conséquences de la colonisation, on se retrouvait francophone en ayant la langue. Donc, on s'est retrouvé à Tunis, je me rappelle il y a cela quelques années, et sur la base des uns et des autres, que l'Union des architectes d'Afrique a une tendance de leadership plus anglophone. Et donc on s'est dit, si nous, au niveau des pays francophones, il y a le Maghreb, il y a l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, que les Français nous unissent, créons quelque chose. Et donc c'est quelque chose, c'est une démarche sud-sud, d'échange de compétences, d'échange d'expériences, et comment également trouver des voies et moyens qui permettent à développer nos villes en termes de compétences et de faire appel à des compétences quand on est dans les besoins de consultance et autres. Et ça nous a permis de faire un grand brassage. Tout à fait. Donc en fait, la FAFA, c'est une opportunité liée à la langue de mettre en réseau des professionnels de plusieurs pays et de créer de l'émulation et de l'interconnexion. Quand nous avons su que le Cameroun allait accueillir la FAFA, nous étions projetés à organiser un Chitalk en octobre, et à l'invitation de l'ONAC et ayant eu l'idée de la semaine de l'architecture, le président de l'Ordre des architectes du Cameroun a suggéré que cet événement se tienne pour meubler les conférences, entre autres, de cette semaine. Que pensez-vous de ce genre d'approche pour que vos assemblées générales ne soient pas que des lieux de vote? À mon avis, je profite de cette occasion pour féliciter, encourager l'équipe de l'ONAC. Je profite de l'occasion pour voir aussi à l'exposition qui, comme vous le savez, notre métier, c'est aussi les connaissances, la vie professionnelle et la production. Et donc, on voit aussi l'intéressement des étudiants. Ça devient quelque chose de brassage et de création d'opportunités. Et j'ai rencontré hier des Tunisiens venant de Douala, spécialement parce qu'ils ont appris. Et ça nous a permis maintenant de leur donner un projet pour qu'ils puissent réfléchir et nous faire des propositions en termes de mise en œuvre. Je le considère que quand il y a une occasion, il faut maximiser, il faut profiter. Et quand on arrive à être opportuniste, on arrive à avoir des résultats palpables et non des éléments cérémoniaux pour l'Assemblée générale, qui est aussi important pour la mise à jour du bureau, les élections également, et un plan d'action pour le bureau qui sera élu. Donc on est venu pour nous de l'Afrique centrale encourager l'ONAC et pour dire aussi que en deuxième lieu, l'Afrique centrale doit bouger. Parce que souvent, on se rappelle quand on était jeune, les sommets des chefs d'État et aussi il y a les sommets on appelait UDA, il y avait les salons comme le promote économique, et donc ça suivait. Et donc ça permet à ce qu'au même moment, il y a le sommet des chefs d'État, et au même moment, il y a un salon, une foire qui réunit tous les opérateurs de l'Afrique centrale. Et ça a totalement disparu. Donc finalement, on n'a plus aucun cadre qui nous permet économiquement de se retrouver, de vendre ses compétences en services, en produits, de trouver un collègue de la Guinée, du Congo, du Gabon, de la Centrafrique. Bref, il est temps à ce qu'on puisse vraiment, nous les acteurs du privé,
se retrouver de temps à autre avec une rotation vraiment dans nos compétences, des salons dans le domaine, en exemple du bâtiment, rotatif dans nos 6 pays. Ce serait vraiment très excellent. Justement, c'est une très belle idée. Je pense qu'en tant que président, vous avez la capacité de porter ce plaidoyer-là. Je prends l'exemple, déjà l'année prochaine, il y aura le 50e de l'Ordre des architectes. Pourquoi ne pas suggérer que ce soit, au-delà de la célébration camerounaise, le point de départ de cette rotation-là? Parce que ça peut permettre la mise en place d'un événement annuel, c'est-à-dire que pendant cet événement, au-delà de tous les autres pays qui pourraient être là, des invités même étrangers, c'est-à-dire hors du continent, qu'à partir de ce moment-là, il y a un pavillon Tchad, il y a un pavillon Gabon, il y a un pavillon centrafricain, il y a un pavillon guinéen, etc. Que ce ne soit pas juste l'Ordre national des architectes du Cameroun, mais que ce soit le 50 ans d'une méthode et le point de départ d'une nouvelle approche. Et qu'on se dise qu'on l'a fait au Cameroun l'année prochaine, même si c'est 10 ans, même si c'est 5 ans ou 6 ans d'un autre ordre, qu'on aille faire là-bas et qu'on rote et qu'à partir du moment, ce ne soit pas juste des anniversaires, mais quelque chose de pérenne. Je pense, à mon avis, à chaque célébration, il faut qu'on aille au-delà. Donc, on a la perspective en termes du passé, le présent et le futur. Et pour se projeter le futur, profitons toujours de présentation, comme on le dit, c'est comme au niveau des archibates. Le concept d'un salon, on initie, mais après, c'est l'impact. Et le Cameroun constitue le 40% de l'économie de la CEMAC. Et avec toutes ces zones industrielles au niveau de Douala, c'est une très belle opportunité que ça devient aussi une porte d'entrée pour tout ce qui est industriel en termes de vulgarisation des produits. Je prends l'exemple de ce matin. Au moment où on voudrait rentrer en salle, j'ai trouvé un panneau, je suis rentré, j'ai trouvé une société de peinture qui faisait une conférence, à peu près une centaine de promoteurs pour vulgariser et pour montrer le concept. Et je vais savoir, est-ce que vous êtes présent au Tchad? Ils m'ont dit non, on n'est pas présent au Tchad. Et donc on a pris à tâche pour les introduire et je les ai fait savoir, c'est pas seulement pour vulgariser les produits, qu'on se donne une vision à court terme d'ici 5 ans, que vous puissiez avoir une unité de production. Et donc, je me suis dit que si on arrive vraiment à voir en termes de chiffres, essayer de voir l'importation du Cameroun et l'exportation du Cameroun. La grande partie d'importation s'est fait de l'Europe, de l'Asie. Mais une exportation, une grande partie s'est fait au niveau de la CEMAC. Et cette partie, si on arrive vraiment encore à vulgariser, on peut doubler pour que ce qu'on importe d'ailleurs, si on l'importe du Cameroun, que l'argent reste en Afrique centrale et ça fait partie de notre économie. C'est tout à fait à votre honneur d'avoir ce genre d'approche et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Mais maintenant, je vais vous demander, cher Président, comment pensez-vous mettre en œuvre ces idées-là? Parce qu'on a déjà cette opportunité qui est le cinquantenaire. Pourquoi ne pas se rapprocher du comité d'organisation du cinquantenaire pour vraiment en faire quelque chose de, je ne veux pas dire panafricain, mais de centrafricain. Pas le pays, mais la région. Moi, je pense, à mon avis, c'est que je vais demander à mon cher ami président, même à notre retour, on va adresser une correspondance d'abord de remerciements de l'accueil et de notre présence, et de demander à ce que les autres ordres professionnels de l'Afrique centrale puissent être impliqués. Comme vous savez, le fait d'être à l'écoute et de s'ouvrir, vous aurez qu'à gagner et pour impacter. Le plus important, c'est que soyez toujours les premiers à mettre la pierre. Les autres continueront à mettre la deuxième, la troisième, et on construira la maison. Parce que on a besoin à ce que... Je prends l'exemple alimentaire. On importe presque pour 20 milliards du lait en poudre. Et on s'est rendu compte il n'y a pas longtemps que le lait en poudre n'est même pas animal. Une grande partie, c'est végétal, avec des colorants. Et on est né avec Nido, on grandit avec Nido et on part au niveau de la vie avec les mêmes marques multinationales. Alors qu'on peut vraiment se compléter. Et c'est ce complément qui permet de dire qu'au lieu d'envoyer les 20 milliards pour le lait, c'est mieux d'avoir des vaches laitières au niveau de pays limitrophes. Et comme on est un pays d'élevage, on arrive à mettre dans certaines zones que dans 5 ans, les 10 milliards seront produits localement. Et donc, on réduit le maximum du budget d'importation.
Et donc, si cette préoccupation est vraiment au niveau de l'Afrique centrale, les acteurs seront plus forts et on va attirer le maximum. Parce qu'on se rend compte que quand tu vois un Tchadien, avec le Cameroun, on a cette interconnexion. Mais si on voit la Guinée ou le Gabon, pour voyager là-bas, vous êtes obligé de passer toute une journée à travers une compagnie pour s'y retrouver la nuit au niveau d'un pays qu'on suppose qu'on est dans la même sous-région. Donc on est géographiquement, théoriquement ensemble, mais dans l'économie et dans la pratique, dans le business, on est réellement très éloigné. Justement, quand vous parlez d'être ensemble, je pense aussi que vous êtes en train de préparer la loi d'architecture chez vous. Comment vous envisagez d'être les pionniers dans l'intégration? Parce que c'est à partir de la loi qu'on permet ce genre de choses et qu'on plus tard on pourra parler d'un modèle tchadien qui permettra, dans les pays qui n'ont pas de loi ou dans ceux qui veulent amender la leur, de s'ajuster pour que la CEMAC vraiment, ou bien l'Afrique centrale, plus grande jusqu'en RDC, puisse être un modèle dans la capacité de déplacer des énergies. Ce que nous sommes en train de faire comme démarche, on a fait un projet de proposition de loi en atelier, on l'a validé, on a remis à monsieur le ministre qui l'a promis que ça deviendra vraiment son projet personnel pour le faire aboutir tout d'abord au Conseil des ministres, en second lieu au secrétariat général du gouvernement qui va l'introduire au Parlement et enfin c'est pour le vote au niveau du Parlement. Nous on part vers une vision que malgré, je prends l'exemple des architectes au niveau du Cameroun, je vois 450 architectes. Et ça, c'est qu'un début. Oui, c'est un début. Je le vois d'ici peu, on va arriver à 1 millier. Oui. Nous, on est à 130, bientôt 150, que je le vois à tout début. Ouvrons nos frontières, mettons-nous ensemble pour produire de l'excellence et produire du logement et de l'habitat. Et si on arrive à se mettre ensemble, comme on a dit, c'est que l'architecte n'est pas seulement celui qui dessine. L'architecte est aussi, en deuxième lieu, c'est l'industriel qui conçoit, qui peut produire. L'architecte est également le promoteur et aussi diffuseur d'enseignement. En ouvrant et en faisant un peu un système rotatif, ça permet de montrer que vraiment, que ce soit CEMA, que ce soit la CAC, on est tellement petit en termes d'ouverture et ça peut servir d'exemple. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, ils l'ont récupéré au niveau de la CEDEAO et ils ont maintenant fait tomber les frontières. Un architecte au Burkina Faso peut s'installer au Togo, peut aller en Côte d'Ivoire. Et de plus en plus, il y a les concours. Et donc, un concours en impliquant l'ordre, ça pousse la transparence. Et quand il y a la transparence, chacun reconnaît les meilleurs. Et quand il y a les meilleurs qu'on pousse, quand vous dites tel monsieur, il te dit non, lui c'est l'excellent. Et donc à partir de là, moi je pense qu'on ne va plus se retrouver avec des cabinets de 3-4 architectes, mais des cabinets de 20 compétences polyvalentes qui pourront trouver maintenant des solutions et même de réfléchir sur de nouvelles unités et de nouveaux concepts de villes. Parce que c'est à nous d'aller un peu en profondeur, parce qu'on attend trop. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous on attend trop de l'État. Et l'État est préoccupé ailleurs, par d'autres priorités. Évidemment, il y aura toujours beaucoup plus d'autres priorités. L'architecture vient toujours un peu après. Pourtant, elle devrait venir avant. Alors, c'est à nous de faire cette architecture venir de l'avant. Alors, je vais vous remercier, Monsieur le Président, de vous être prêté au jeu de cet échange. J'espère que nos auditeurs, étudiants comme professionnels, comprennent qu'il faut briser les barrières, il faut décloisonner notre sous-région, il faut maîtriser notre écosystème, mais il faut faire des interconnexions. J'espère que vous m'inviterez bientôt au Tchad pour qu'on puisse poursuivre ces échanges de manière à les rendre opérationnels. Soyez rassurés, comme j'ai dit, on ne vous invitera pas pour venir, mais on vous invitera pour être impliqué à un projet, pour apporter quelque chose. Parce que, comme vous le savez, pensons toujours à plus donner que d'attendre et des autres. Et donc, celui qui donne le plus, il aura encore le plus possible. Et maintenant, je finis avec cette dernière question, parce que votre dernière prise de parole, ce n'est pas une question. Un concept comme celui de Architalk, pensez-vous qu'on peut l'implémenter au Tchad? Bien sûr, ça permettra d'abord au niveau au niveau des acteurs et au niveau des décideurs. Parce qu'on a un jeune que je vais vous mettre en contact, c'est Architour. C'est dans la même approche que ça permet de donner la parole aux acteurs de la ville, ce que j'appelle.
au niveau de la municipalité, au niveau du ministère en charge de l'habitat, au niveau des acteurs privés et au niveau des citoyens. Parce que souvent, comme vous savez, en l'absence de planification de nos villes, on continue à intervenir que dans l'urgence. Et dans l'urgence, on ne produit pas pour le long terme. Finalement, on ne fait que colmater. Qu'est-ce qui vont devenir nos villes dans 10 ans, 20 ans, dans 30 ans? Souvent, la projection, c'est dans 30 et 50 ans. Et donc, quand on n'a pas cette visibilité, les laisser aller, laisser faire, c'est beaucoup de dégâts et beaucoup de conséquences. On ne fait que réparer. Ok, donc, en tout cas, nous sommes en attente des invitations. On vous relancera parce que nous, on espère amener ce concept dans tous les pays, qu'il y ait des versions nationales et grâce aux événements comme ceci, des versions un peu plus inclusives où ce ne sera pas seulement des architectes, on va dire camerounais essentiellement, mais que ce soit tout le monde qui puisse prendre la parole dans des panels pour qu'on ait une vision globale et qu'on puisse avoir des politiques communes. Donc, Monsieur le Président, maintenant, je vais vous laisser pour votre mot de fin. Ça peut être un conseil à la jeunesse, ça peut être un encouragement à l'initiative, ça peut être la mise en perspective de ce que peut devenir la FAFA demain, ou bien votre vision personnelle peut-être de l'architecture, de la formation, des industries, à votre convenance. Pour moi, mon dernier mot, c'est que l'Afrique est censée être le lieu d'espoir. Et c'est à nous de garder ses rêves et de continuer à rêver. Parce que qu'est-ce qu'on va devenir d'abord soi-même? Qu'est-ce qu'on rêve que notre pays, notre continent? Et à partir de là, quand on voit le côté positif, c'est que les acteurs sur le terrain qui pourront vraiment implanter des choses. Mais si on voit la jeunesse et même des adultes et même des professionnels appelés 10, 15 ans, je peux dire seulement de nos résultats, ils prennent la tangente pour aller à l'extrême nord du monde. Pour nous, c'est réellement continuer à résister. Continuons à prouver qu'on peut également réussir ici. C'est très important. Parce que l'Afrique restera toujours berceau d'humanité, d'espoir, et en mettant beaucoup le travail et encore le travail, et surtout le travail bien fait. Merci, Monsieur le Président. Merci. Thank you. Alors, chers amis, à la prochaine. Merci.